Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de l'éclairage RSE du Crédit Agricole Val-de-France, le podcast qui met en lumière des acteurs qui œuvrent pour un monde meilleur et éclaircit les zones d'ombre avec des experts des problématiques sociales, sociétales ou environnementales actuelles. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis très heureuse de vous présenter Monsieur Pierre Barret. Pierre Barret, bonjour. Bonjour Carole. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc professeur HDR, habilité à diriger des recherches à l'école de commerce Excelia. Vous enseignez l'économie, le développement durable et la RSE. Vous dirigez l'Institut de la responsabilité sociale par l'innovation, qui comprend une quinzaine de chercheurs, accompagnant les entreprises dans l'opérationnalisation, l'évaluation et le pilotage de leurs démarches responsables. Vous pilotez également l'axe de recherche RSE de l'école ainsi que la thématique gouvernance et développement durable du laboratoire de recherche CEREG. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur le terme de RSE que nous commençons à entendre de plus en plus au sein du monde des entreprises, mais qui n'est pas toujours clair pour tout le monde. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspondent ces lettres? Alors, RSE, littéralement, ça veut dire responsabilité sociale des entreprises. En fait, c'est une traduction de l'anglais pour Corporate Social Responsibility, mais il faut entendre le terme social au sens large, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, qui recouvre tous les enjeux de société, donc à la fois des enjeux sociaux et environnementaux. Donc, on pourrait parler de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise envers la société. Et de fait, on a aussi tendance à utiliser un néologisme sociétal et parler de responsabilité sociétale des entreprises. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, finalement, c'est l'idée que cet acronyme renvoie à la capacité d'une entreprise, à son niveau, à s'emparer de l'ensemble des enjeux du développement durable. D'accord. Alors justement, du coup, vous parlez de développement durable. Quel est le lien entre la RSE et le développement durable? Le développement durable touche toute une série d'enjeux qui sont à la fois en termes de droits de l'homme, qui sont à la sur les enjeux environnementaux, des enjeux d'inégalité, des enjeux d'éducation. Et l'ensemble de ces enjeux, en fait, ils sont repris à travers l'idée de RSE de manière volontaire par les entreprises. C'est-à-dire dans quelle mesure une organisation quelle qu'elle soit, peut s'emparer de ces enjeux et en traiter certains. Elle n'a pas forcément vocation à les traiter tous, bien sûr, mais elle peut être concernée par un certain nombre de ces enjeux et apporter une contribution à ce niveau-là. Donc finalement, le développement durable, ou plutôt la RSE, ça serait l'application du développement durable au sein des entreprises. Voilà comment, oui, c'est exactement ça, hein, c'est s'en emparer à l'échelle de l'entreprise, D'accord. au niveau Alors de ce on qui le la ra- concerne. D'accord, très bien. Alors on le rappelle juste, le développement durable, pour la définition, donc d'après le rapport Brundtland de 1987, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc du coup, on comprend aussi que la RSE, ce n'est pas que sur l'environnement, on n'accentue pas ce concept que sur l'environnement, il y a bien le côté social et sociétal, comme vous en parliez. C'est important de le notifier parce que quand on en parle justement de la RSE ou du développement durable, la première chose à laquelle on pense, c'est l'environnement, alors que, comme vous l'expliquez, pas du tout finalement. Oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est on a souvent une conception, vous savez, on utilise des représentations logiques et on a souvent une conception du développement durable. J'imagine qu'un certain nombre de vos auditeurs, pardon, de vos auditeurs l'ont peut-être en tête. Vous savez, ces trois cercles concentriques avec l'un qui est l'économique, l'autre le social et l'autre l'environnemental. Et à l'intersection des trois, on a le développement durable. Mais c'est une vision qui est un petit peu, enfin pas qu'un petit peu, qui est dépassée et assez inexacte, puisqu'en fait, cette vision-là présuppose que la sphère économique peut exister indépendamment de la sphère sociale et de la sphère environnementale. Or, ce n'est pas le cas. En fait, il faut avoir une autre représentation logique du développement durable et de la place de l'entreprise et du coup de sa responsabilité, qui est que finalement l'entreprise ne peut exister que si elle s'insère dans un environnement économique. Cet environnement économique ne peut exister que s'il s'insère dans une société humaine, et la société humaine ne peut exister que si elle a une planète pour la faire vivre. Ce qui fait que dans cette logique, l'entreprise ne peut pas exister sans la société, d'où sa redevabilité envers la société, et l'entreprise
l'entreprise ne peut pas exister sans l'environnement, d'où sa redevabilité envers l'environnement. C'est l'inverse n'étant pas vrai, puisque la société humaine peut potentiellement exister, elle a existé au niveau de l'histoire pendant longtemps sans entreprise, et la planète peut exister sans l'humanité. Donc, c'est bien pour ça qu'on a cette responsabilité de l'entreprise envers son environnement économique, envers la société humaine dans son ensemble et envers la planète. Tout à fait, très bien, merci pour ces précisions. Alors du coup, comment se met en place une démarche RSE? Alors, il y a différentes manières, hein. C'est-à-dire que nous, enfin, les principaux conseils que j'aurais à donner pour la mise en place d'une démarche RSE. Le premier point, il faut déjà une implication extrêmement forte de la direction de l'entreprise. C'est-à-dire que, vous savez bien, dans l'entreprise, on est pressurisé avec de multiples priorités. Si l'engagement responsable est la priorité numéro 5, autant dire qu'elle sera quasiment jamais traitée ou à la marge. Oui, tout à fait. Donc, il faut que la responsabilité sociale de l'entreprise soit partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. On a une stratégie d'entreprise qui est une stratégie d'entreprise responsable. Partant de là, quand la direction générale de l'entreprise a affirmé cela, ensuite, dans un deuxième temps, il convient de définir où on va. Où on va parce qu'une stratégie responsable, on parlait tout à l'heure, on l'évoquait, l'ensemble des enjeux du développement durable, ils sont multiples. Inutile de dire que c'est impossible de tous les satisfaire. De même, l'idée de responsabilité sociale, c'est en parallèle avec la notion de partie prenante. Alors peut-être une petite précision sur ce terme de partie prenante qui est assez diffusé maintenant, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc une partie prenante, en fait, il faut voir que ça correspond en fait à tout individu ou tout groupe d'individus qui sont susceptibles d'être impactés par l'activité de l'entreprise ou de l'impacter. Donc c'est un ensemble, on le voit, qui est extrêmement large et extrêmement hétérogène. Une entreprise qui envisage de répondre à la totalité des attentes de ses parties prenantes, elle se confronte à une impossibilité. Si je suis très caricatural, l'actionnaire va vouloir avoir plus de dividendes, le salarié va vouloir avoir un meilleur salaire, le fournisseur va vouloir être mieux payé, le consommateur va vouloir un produit moins cher, et puis les ONG vont vouloir des investissements pour la protection de l'environnement, et ainsi de suite. Donc on voit bien que l'entreprise qui traite à plat tous ces enjeux, à vouloir faire plaisir à tout le monde, elle ne fera plaisir à personne. Donc, il faut hiérarchiser des priorités. C'est-à-dire, qu'est-ce que représentent les enjeux RSE pour une entreprise donnée. Nous, là, on est dans le cas du secteur bancaire. Le secteur bancaire, les enjeux, ils peuvent être définis alors, de différentes manières. Mais typiquement, l'impact environnemental du secteur bancaire, il est limité. Je veux dire, c'est des bureaux, il ne Exactement. génère pas une pollution phénoménale. Par contre, il y a un impact majeur du secteur bancaire qui est au niveau des types de projets qui sont financés. Est-ce qu'on a vocation à financer n'importe quel projet potentiellement extrêmement polluant ou non respectueux des droits de l'homme? Oui, C'est une vraie question. À l'époque, en 2003, avaient été développés pour ce faire les principes Équateur, qui visaient finalement à indiquer que les banques signataires de ces principes s'engageaient à ne pas financer n'importe quel type de projet et finalement à financer des projets qui étaient alignés aux enjeux du développement durable. Donc, c'est important pour n'importe quelle entreprise d'identifier là où elle a ses impacts et là où elle doit agir en priorité. OK, absolument. Et justement, je me permets de faire une transition entre ce que vous êtes en train de dire par rapport au secteur bancaire, au Crédit Agricole Val-de-France. Du coup, on s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas un impact environnemental direct vraiment majeur, enfin, si on le compare à une entreprise qui produit réellement un produit dans une usine, etc. Donc,
surtout focalisé sur des problématiques sociétales et sociales actuelles, telles que par exemple l'inclusion numérique ou par exemple l'inclusion sociétale des personnes dites en situation de fragilité financière qui nécessitent une relation bancaire adaptée et des offres personnalisées pour répondre à leurs besoins. Donc on s'est rendu compte qu'on avait plus une responsabilité à avoir vis-à-vis du social et du sociétal, tout en gardant évidemment cette responsabilité envers l'environnemental, même si notre impact direct n'est pas forcément majeur. Mais par contre, voilà, via le financement, on a quand même notre responsabilité à avoir dans ce choix. Très bien. Voilà, ce qui est important, voilà, c'est que chaque entreprise fasse un diagnostic assez pertinent de ses impacts et de là où elle peut agir. Exactement. Et du coup, ce type de démarche RSE, est-ce que c'est d'une part volontariste de la part de l'entreprise ou bien il y a des réglementations qui font que toute entreprise est obligée maintenant de s'insérer dans une démarche RSE? Alors, il y a des obligations légales, des obligations réglementaires qui se sont renforcées avec le temps. Pour être schématique, au début des années 2000, en 2001, on a eu une loi sur les nouvelles régulations économiques qui ne concernait finalement que les entreprises du CAC 40 et qui leur demandait de rendre compte de leurs pratiques sociales et environnementales. Potentiellement, une entreprise pouvait dire, sur le plan social, je ne fais rien, et sur le plan environnemental, je ne fais rien non plus. Vous imaginez bien que des entreprises membres du CAC 40, donc qui ont une image à défendre, n'allaient pas s'amuser à répondre qu'elles faisaient rien. Donc elles ont fait des rapports développement durable, mais qui étaient relativement, on va dire, pour la majorité, relativement flous. Et du coup, il y a toute une série de parties prenantes, notamment des syndicats et des ONG, qui ont dénoncé ce fait. Et l'État, à partir du Grenelle 2 de l'environnement en 2007, s'est dit on va légiférer de manière plus précise et on va demander aux entreprises de s'engager sur des points précis. Donc, ça a débouché sur l'article 225 du Grenelle 2 en 2014 et son application ensuite par une directive européenne en 2017 qui concerne donc l'ensemble des entreprises cotées de plus de 500 salariés qui doivent donc rendre compte de leurs pratiques sociales et environnementales sur toute une série d'indicateurs précis. Donc là, maintenant, il y a cette obligation de rendre compte qui est assez précise. Mais la démarche RSE en tant que telle reste un engagement volontaire. D'accord. Voilà. OK, très bien. Et du coup, juste pour terminer, ça sera notre dernière question. Quelle est la nécessité aujourd'hui de faire de la RSE en entreprise? Alors, la nécessité, elle est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, alors, il y a un enjeu réputationnel. Si je raisonne de manière très, très utilitariste, il y a un enjeu réputationnel. À savoir qu'une entreprise, on sait bien que les entreprises qui ont des pratiques sociales ou environnementales non conformes à l'intérêt général sont assez rapidement pointées du doigt et que ça peut impacter très négativement leur valorisation boursière. Donc ça, c'est l'enjeu utilitariste. Ensuite, c'est une démarche RSE, elle donne du sens à l'ensemble des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on a envie d'être fier de l'entreprise dans laquelle on travaille et nul ne peut se sentir fier de travailler dans une entreprise qui finalement se comporte de manière irresponsable sur le plan social ou environnemental. Tout à Et fait. puis enfin, c'est aussi une anticipation des évolutions législatives, puisqu'on le voit, le contexte réglementaire ne fait que se durcir à ce niveau-là. Et heureusement, puisque les entreprises sont des acteurs extrêmement puissants, hein, il faut quand même avoir conscience que les entités économiques les plus puissantes du monde, si on prend les 100 entités économiques les plus puissantes du monde, plus de la moitié sont des entreprises et non des États. Mmh. Donc on voit l'importance de leur poids et dans la mesure où les directions d'entreprise ne sont pas élues par la société, il faut bien qu'il y ait une forme de contrôle pour qu'elles ne fassent pas, qu'elles n'aient pas des pratiques, par exemple, non respectueuses des droits de l'homme, ce qui est malheureusement parfois le cas quand on déroule toute la chaîne de sous-traitance dans certains secteurs d'activité. D'accord, très bien. Et bien, merci beaucoup pour cette riche intervention. Du coup, on a bien compris que la RSE, c'était, l'économie, le social et l'environnemental et que, du coup, cette démarche était, d'une part, volontariste pour toutes les entreprises, mais que pour certaines, elle devait, donner de manière annuelle,
ce qu'on appelle un reporting et ce qu'on appelle aussi une DPEF, donc une déclaration de performance extra-financière qu'on réalise du coup chaque année au Crédit Agricole Val-de-France. Eh bien, si vous avez un mot peut-être pour conclure par rapport à ce sujet. Alors, bah, je dirais que le sens de l'histoire va aller vers plus de responsabilité. Vous évoquez à l'instant la déclaration de performance extra-financière. Il y a une évolution en cours pour aller vers une déclaration de performance intégrée, c'est-à-dire que la performance extra-financière ne sera plus dissociée à terme de la performance financière. Les deux seront intégrés et il va falloir notamment faire évoluer avoir un système aussi de comptabilité qui intègre simultanément les enjeux sociaux, environnementaux et financiers, c'est-à-dire refléter une image plus complète de l'entreprise et de sa contribution à la société, ce qui renvoie directement finalement à ce qu'ébauche la loi Pacte, à savoir la raison d'être de l'entreprise. Eh bien, je vous remercie, Pierre Barret, pour cette riche intervention. De notre côté, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast L'éclairage RSE du Crédit Agricole Val-de-France et je vous souhaite une très belle journée.